parfois j'ai l'impression que même sur ça on est responsable. C'est-à-dire que on n'obtient pas l'amour inconditionnel de quelqu'un parce que nous-mêmes on s'aime pas inconditionnellement. C'est-à-dire que nous-mêmes on est tellement intolérants, exigeants avec nous-mêmes, on est notre pire ennemi, hein, que oui mais attends je m'aimerais quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Et donc j'ai l'impression qu'on cause ce manque d'amour inconditionnel envers nous parce que nous-mêmes on ne l'est pas. Oyez la popu, bienvenue sur Artisans de l'Esprit, le podcast qui met en avant les personnes de banlieue qui font tout pour s'accomplir. Comprendre leur état d'esprit à travers leur parcours. Ici, tu trouveras des invités sincères, authentiques et sans langue de bois. N'écoute pas les conseils des gens. Écoute leur histoire. C'est maintenant sur Artisans de l'Esprit. Épisode bonus. Tout d'abord, un grand merci à toutes et à tous pour le nombre d'écoutes, meilleur démarrage de tous les épisodes et saisons confondus. Et un grand merci pour ça. Pour être honnête avec vous, faut savoir que quand j'ai terminé l'échange avec JN, elle m'a demandé de lui poser les questions que je n'avais pas posées. Parce que quand on prépare un entretien, évidemment, on prépare un maximum de questions. Et après discussion, on a décidé de continuer et puis voir comment on allait faire pour publier cet épisode. Donc voici la raison pour laquelle c'est un épisode bonus dans lequel on parle de comment elle a pu surmonter ses traumas et puis encore plein d'autres choses. J'ai envie de vous laisser découvrir un petit peu cet épisode tout aussi profond et intéressant que le premier. Bonne écoute, continuez de partager, de lâcher des notes, c'est un podcast indépendant et c'est pour moi le meilleur moyen de toucher encore plus de cœur. J'ai été invité par la Maison de la Conversation pour intervenir le dimanche 7 mai et pour parler du podcast. Donc très content et merci à la Maison de la Conversation et Patricia de m'avoir invité. L'événement s'appelle Sur Écoute. Et pendant le brief et tout, il y a Patricia qui me dit je vois que tu pars en profondeur sur les sujets, tu essaies vraiment de comprendre l'état d'esprit des gens, mais j'ai l'impression qu'à la fin il manque un truc, comme si tu voulais pas forcément aider les gens qui t'écoutent à avoir des clés ou des trucs comme ça. Et je lui dis bah oui, c'est normal parce qu'en fait chaque personne qui écoute va interpréter chaque moment à sa vie, à ses épreuves, à comment elle voit les choses. Et si moi à la fin je lui donne un conseil qui n'a strictement potentiellement rien à voir avec ce dont elle a besoin, ça peut que la biaiser là et l'emmener vers un autre chemin. La personne, elle sait au fond d'elle ce dont elle a besoin, tu vois. Donc voilà, et on parlait du lean parce que toi avec ton travail, vous êtes souvent dans le lean, c'est-à-dire on essaye, on voit si ça marche ou pas et puis on s'interroge, on y retourne, etc. La définition du lean, ça veut dire maigre, c'est littéralement, ça veut dire maigre, genre sans gras, dégraissé. Et ça sert à qualifier une méthode de gestion de la production qui se concentre sur la gestion sans gaspillage, ou en tout cas la gestion allégée. Est-ce que toi, JN, ta vie c'est du lean? Quand t'as dit le mot dégraisser, je repensais à toutes nos discussions sur les troubles alimentaires. Et en fait, c'est vraiment ma philosophie de vie, mais c'est pas du tout qui je suis, tu vois. Ouais. Quand j'ai eu des problématiques d'hyperphagie, je gaspillais la nourriture. Parce que l'hyperphagie, c'est que tu manges jusqu'à la douleur et tu vomis pas. Et donc, t'as toujours de la nourriture qui traîne à la fin. Et tu te dis, demain, j'arrête. Donc, du coup, le pot de Nutella, je le jette à moitié plein, tu vois. Donc, c'est très marrant parce que j'avais pas du tout vu la définition dans ce sens-là. Et en même temps, c'est ce qui, aujourd'hui, conditionne ma vie pro. Puisque le lean, c'est comment je vais sur le terrain tout de suite pour vendre à mes clients une toute petite partie de solution à un problème que j'ai identifié, et donc pas prendre 1 an et demi avant de monter sa boîte. Et c'est ce que j'ai appris au gouvernement aussi, puisqu'on fait du lean startup dans l'État. Comment on monte des services publics facilement, sans, tu vois, avec de la frugalité, sans gaspillage et de l'argent des impôts. Et en fait, je me suis rendu compte que je commençais à faire ça dans ma vie perso. Et donc ma dernière relation, et donc l'homme qui va devenir mon mari prochainement, on a fait du lean. C'est-à-dire que on a discuté, on s'est dit si ça fonctionne, on continue, si ça fonctionne pas, on arrête là. Tu vois, mais de manière très rationnelle. On a rationalisé le truc pour pas justement gaspiller de l'énergie, de l'émotion, tu vois. Et il a rigolé parce qu'il m'a dit il le fait aussi, mais il s'est pas rendu compte. Et il m'a dit, mais tu fais vraiment du lean dans tout. mais du coup, ça a marché parce que, en fait, on y allait étape par étape. Et je fais ça, du coup, professionnellement. Je fais ça maintenant personnellement. Et c'est vrai que c'est marrant. Ta définition me fait réfléchir à
Pourquoi je le fais pas avec la nourriture? Pourquoi je le fais pas avec moi-même, tu vois, personnellement? Mais c'est vraiment ma philosophie de vie, c'est le minimum, minimaliste, tester et voir ce qui fonctionne, rester, et sinon modifier, itérer, et sinon s'en aller, tu vois. Ok. Et par rapport à ce que t'as dit, par rapport à ce qu'on t'a dit, moi j'aimerais bien savoir si Patricia, elle te dit ça parce que elle a besoin de clés, et donc elle a écouté tes podcasts et elle s'est dit « Oh, je voulais en savoir plus ». Ou si c'est parce que, je sais pas quelle est sa fonction, ou si c'est parce qu'elle a vu que les podcasts qui donnaient des clés fonctionnaient mieux, et donc ça veut dire qu'il y a un pattern dans l'humain qui est je suis pas sûre de ce que je fais, et donc j'ai besoin qu'on me donne des conseils, et elle l'a identifié. Tu vois, j'aimerais bien savoir où ça se situe, ce truc de penser qu'on doit donner des clés. Ouais. Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui, il y a trop d'informations et donc les gens ont besoin de se diriger? Et moi, je dis toujours qu'il y a un principe et des millions de méthodes. Mais en fait, quand on remonte, par exemple, quand tu fais de la psycho, bah, c'est pas les gens en 2020 qui te disent quoi faire. C'est Freud, c'est Jung, et encore plus tôt. Et puis en vrai, de vrai, la psycho, elle vient de la religion. Et donc c'est des années en arrière, tu vois. Et du coup, en fait, les principes sont les principes de base, et après tout le monde a sa méthode. Et je pense qu'en fait le but c'est de se dire bah il a telle méthode, mais en fait le principe c'est ça. Ouais. Pour répondre à ta question, je peux pas répondre à la place de Patricia, tu vois. Mais je pense qu'il y a quelque chose qui nous trompe beaucoup, c'est que on pense que on va guérir, on va trouver la réponse à nos questions à l'extérieur de nous. C'est-à-dire qu'on va être dépendant d'un livre, d'un psy, de machin, de bidule, alors que au fond, c'est que des outils qui peuvent nous aider. Et c'est pas eux les héros. C'est comme il y a un truc que je dis souvent, c'est faut pas croire que on est des Spider-Man. Il y a une araignée qui va venir, qui va nous mordre, et on va changer, on va devenir plus fort, plus intelligent, plus smart. C'est pas ça en fait. C'est juste comprendre à quel point on doit travailler sur nous, et que tout ce qu'il y a autour de nous en termes d'environnement, une discussion, un psy ou quoi que ce soit, c'est juste des outils. C'est super intéressant l'exemple que tu viens de donner, parce que Spider-Man, il a jamais voulu que l'araignée vienne le piquer. Et en fait, je me rends compte que tout ce qu'on va chercher, c'est toujours ce qu'on n'a pas prévu qui nous aide. C'est vrai. Et donc tu vois, l'araignée c'est quelque chose de négatif, la piqûre est quelque chose de négatif, ça lui change sa vie. Bon, ça le rend comme, c'est douloureux pour lui, tu vois, d'être un peu différent. Mais c'est quand même sa plus grande force, tu vois. Et en fait, c'est toujours ce que t'attends pas et ce que tu préviens pas qui vient t'apporter de l'aide, et ce que tu vas chercher ne le fait pas, à une seule condition, c'est que tu ne traites pas la personne et l'outil comme le résultat. Et donc tu vois, quand je lis ce bouquin, je me dis pas j'ai les clés dedans. Je me dis à quel endroit il y a des phrases qui vont m'émouvoir et pourquoi. Tu vois, c'est plus ça en fait, c'est tirer à une pelote, tu vois, comme un chat. Tu vois, et donc ça n'est jamais la finalité. Et c'est toujours 1 + 1 + 1 + 1, et à la fin ça fait un puzzle, tu vois. Donc je suis complètement d'accord avec toi. Merci. Prochaine question. Yes. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu as été épanouie dans ta vie? On va être honnête, on en a parlé un tout petit peu hors antenne. Tu m'as posé la question, et tout de suite ce qui m'est venu en tête, c'est que quand j'étais en Thaïlande là, je suis allée sur une plage sur laquelle j'avais du mal à aller avec une amie, et je lui ai demandé de venir avec moi, et elle me dit pourquoi t'as besoin d'aide, et je pleurais à l'époque à ce moment-là, et je lui ai dit j'ai l'impression que c'est le dernier moment où j'ai été épanouie et heureuse dans ma vie. C'était le 13 janvier 2020. Et j'avais mon père qui était encore vivant, j'avais rencontré mon précédent mari, et je me sentais vivante, parce que pour moi l'épanouissement ça va avec ça. J'étais sur cette plage, et en fait je n'avais plus de questionnement. Je savais que je rentrais, j'avais signé mon contrat avec l'État le 6 janvier. Je savais que le mois d'après je me mariais. Je savais que mon père était à la maison et qu'il venait de se remettre d'une méningite et qu'il était vivant, donc j'allais le voir. Et rien ne me questionnait. Et je crois que vraiment être vivante, tu vois, c'est un lien avec y a rien qui me questionne, j'ai pas de questions, je sais où je vais. Et en fait, retourner sur cette plage, c'était annuler ce que je croyais être le début de quelque chose de positif pour moi, et la dernière fois où j'étais épanouie, tu vois. C'était trop douloureux. En fait, c'est bizarre. Tu retournes à un endroit où t'es heureux, mais ça te fait mal parce que tu l'es plus. Ouais. Et en fait, aujourd'hui, je le suis. Je peux dire que je le suis. Et en tout cas, je suis en route pour.
Et c'est en allant là-bas et dans la douleur que j'ai pu me rendre compte que même maintenant qu'il est plus là, et en ayant fermé les chapitres de ma vie qui m'ont fait du mal, que c'est possible. En fait, il faut pas s'arrêter et se dire c'est ce moment-là, j'ai plus été heureux après ce moment-là, parce qu'on croit toujours que ça va plus revenir. Ouais. Et comme les gens qui se séparent, tu sais, non mais je rencontrerai plus jamais quelqu'un comme cette personne, mon ex si, tu vois, c'est toujours ce truc de ça ne m'arrivera plus jamais. Et en fait, moi, ce qui aujourd'hui me rend épanouie, c'est de me dire c'est possible de ressentir ce que tu as déjà ressenti avec un deuil dans le dos, ou 2 deuils, ou 3 deuils. Tu vois, en fait, on se remet de tout, le temps n'efface rien, mais nous permet, tu vois, le temps passe. Il n'efface pas, mais il passe, tu vois. Et donc ça me rend épanouie de me dire, je peux rigoler à nouveau et sourire à nouveau, même si j'ai une pointe dans le cœur. Et je me dis pas, je serai jamais autant heureuse qu'avant parce que j'ai des deuils derrière moi, mais je me dis, ce sera différent. Et donc du coup, il y a différentes formes d'épanouissement. Ok. Voilà. Wow. Transition parfaite. Ça t'évoque quoi le mot amour? Quand tu me dis ça, je vois les gens que j'aime autour de moi, qui sont... Mon cercle est très restreint, mais quand j'aime vraiment fort, beaucoup. Donc, je vois ma famille, je vois Jied, que tu connais, je vois mon futur mari, je me vois moi, puisque ça a été un long trajet pour pouvoir commencer à m'aimer. Je vois ces gens-là. Donc, ça m'évoque les gens que j'aime. Ça m'évoque loyauté, présence, écoute, soutien, et surtout un truc que je n'ai pas connu et j'ai peur de ne jamais le connaître, c'est l'amour inconditionnel. En fait, moi j'ai l'impression, en tout cas je crois, qu'il y a des gens chez qui ça existe dans des familles, tu vois. Mais je sais pas si c'est vrai. Ouais. Donc il y a un point d'interrogation parce que pour moi l'amour ne va pas sans adjectif à côté, ne va pas sans un mot à côté. Amour amical, amour fusionnel, amour inconditionnel, amour... Tu vois, il y a toujours un truc qui va avec. Je vois un S à côté. Je vois pas un truc singulier. Et donc, il y a cette question vraiment de est-ce que l'amour inconditionnel existe? Et je ne suis pas encore mère. Et du coup, je vois un bébé, je vois un enfant, et je vois une réponse à mes questions quand ça arrivera. Tu vois? Ok. Je rebondis juste sur l'amour inconditionnel. Ouais. Moi, c'est un truc que j'ai appris à faire. Et je sais que je suis pas à 100% en amour inconditionnel auprès d'une certaine personne, mais je sais que je m'en suis beaucoup rapproché. Est-ce que c'est pas ça en fait la finalité, juste le fait d'avoir l'intention et de faire en sorte de s'en rapprocher et de rassembler tout ce que tu as pu dire auparavant sur est-ce que c'est toi qui subis, est-ce que c'est l'autre personne, tu vois? C'est bizarre parce que tu vois quand je te dis est-ce que c'est toi qui es responsable et tout, parfois j'ai l'impression que même sur ça on est responsable. C'est-à-dire que on n'obtient pas l'amour inconditionnel de quelqu'un parce que nous-mêmes on s'aime pas inconditionnellement. C'est-à-dire que nous-mêmes on est tellement intolérants, exigeants avec nous-mêmes, on est notre pire ennemi, hein, que oui mais attends je m'aimerais quand j'aurai ci, quand j'aurai ça. Et donc j'ai l'impression qu'on cause ce manque d'amour inconditionnel envers nous parce que nous-mêmes on ne l'est pas. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que je me demande vraiment s'il est inconditionnel et est-ce qu'en fait l'humain peut aimer sans condition. Ouais. Parce que moi je l'ai pas vécu, mais j'ai l'impression que des gens disent que oui, leur mère ou leur père, en tout cas la mère aime inconditionnellement. Et j'arrive pas à me faire à cette idée. J'ai l'impression que l'humain n'est pas fait pour aimer sans condition. Et si quelqu'un a la clé, j'aimerais bien qu'on me la donne. Et même si on me disait si moi on m'aime sans condition, ma mère, mon père ou moi j'aime mon enfant sans condition, ben j'aimerais l'avoir en face de moi, lui poser les questions pour voir jusqu'où. À partir de quand il y a une condition. À partir de quand il y a la condition. À partir de quand, si on lève la main sur toi, si on a tué quelqu'un, si on a fait quelque chose, tu vois, à partir de quand tu dis non, là je n'aime plus cette personne. Ouais. Et je pense qu'on a fait du mal à beaucoup de gens en leur disant que un parent doit aimer inconditionnellement son enfant, parce que ceux qui ne l'ont pas reçu,
se sentent pas aimés tout court. Ouais. Tu vois. Et c'est un vrai questionnement pour moi, ce sujet, tu vois. Je pense que c'est le plus gros bug de ce podcast là pour moi, tu vois. Ça me réveille plein de choses et j'ai pas trouvé de réponse. Et je vais te dire un truc aussi que j'ai jamais dit, c'est que j'ai envie d'être mère, tu vois. Et j'ai peur d'être mère parce que j'ai peur de ne pas comprendre pourquoi on ne m'a pas aimé. En fait, j'ai peur d'avoir un enfant devant moi et de me dire c'est pas possible de ne pas aimer un enfant. Et donc ça va être encore pire que ce que j'ai ressenti toute ma vie là, d'essayer de rationaliser et comprendre et de dire oui mais et de me dire mais non en fait, il y a pas de raison pour avoir vécu ça. Tu vois. Et je parle plus du côté maternel que paternel, tu vois. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose? Tu m'as posé une question tout à l'heure, tu m'as dit à ton avis pourquoi on a beaucoup de pudeur. Ouais. Par rapport à ce sujet. Ouais. Pour moi, tu viens d'y répondre en fait, c'est pour ça que je t'ai pas posé la question. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse dans ta question, c'est qui on. Non, mais je parle des proches. Je parle de la famille. Mais c'est qui? Tu vois, on, c'est tout le monde. On, c'est l'humain. Ou on, c'est une partie de certaines personnes. Parce que du coup, t'as l'hypothèse là que tout le monde a de la pudeur. Alors ouais, c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu dis parce que pour moi, c'est tellement logique que j'ai pas forcément été plus précis que ça. Mais je voulais surtout dire dans notre communauté à nous, tu vois, les Rebeux, les Renois, dans la famille et tout, on est les premiers à s'embrouiller facilement, mais par contre, pour faire preuve d'amour et tout, c'est, faire preuve d'amour. Après, chacun le définit comme il veut, mais pourquoi il y a une pudeur pourquoi j'ai jamais vu mon père pleurer, par exemple, tu vois? Ouais. Pourquoi il m'a jamais dit je t'aime? Et pourtant, il a fait des actions pour. Ouais. Pourquoi entre frères, c'est juste des embrouilles, il y a pas de, tu vois? Ouais. Du coup, c'est la pudeur des mots. Parce que pour mettre la table et faire 15 repas quand tu viens manger, il y a pas de pudeur, tu vois. On t'engraisse, tu vois. Ouais. Du coup, c'est la pudeur des mots et c'est la pudeur dans le sens positif, alors qu'en fait, les embrouilles et les clashs et tout, on n'a pas de pudeur pour se prendre la tête, tu vois. Ça. Donc, moi, j'ai une théorie là-dessus. Évidemment, j'ai celle de tout le monde. Hein. On a beaucoup de pudeur parce qu'on nous a jamais dit je t'aime. Moi, mes parents me l'ont jamais dit. Enfin, mon père a essayé. Mais moi, aujourd'hui, j'ai pas de pudeur à dire aux gens que j'aime, que je les aime. Tu vois? Donc, je me sens pas concernée par cette transmission. Mais moi, j'ai une théorie qui a longtemps été la mienne et qui a failli me coûter cette relation au départ où j'avais tellement peur, tu vois, de me remettre dans un mariage et de me dire que je vais avoir des enfants, etc. Et ça m'arrive quand je suis dans l'avion aussi. C'est si je m'attache à des gens et si j'aime des gens, je risque de les perdre. Et est-ce que je vais m'en remettre? Et du coup, c'est plus je reste à distance, moins j'aime, moins je dis que j'aime, et moins si moi je meurs et je pars, ils vont être en souffrance, ou moi s'ils partent, je vais être en souffrance. Et donc, je pense que c'est pas un problème. Enfin, si, il y a un problème quand même de mots, de paroles et d'échanges de paroles positives, mais il y a ce truc de si je te dis ça, je mets dans la réalité que tu es important pour moi, et donc si je m'en vais, ça va te faire du mal, et si tu t'en vas, ça va me faire du mal. Et donc il faut garder de la distance pour ne pas vivre la souffrance. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, tu vois. Et moi j'ai souvent été comme ça. Moins j'aime de gens, moins je risque de souffrir, moins ils risquent de souffrir. Ouais. Et un jour j'ai vu mon père mourir. Et le jour où j'ai vu mon père mourir, j'ai dit aux gens que je les aimais. En fait, je pense que il faut vivre quelque chose de grave. Ouais. Pour perdre cette pudeur. Tu vois? Et je sais pas, en fait, les gens qui n'ont pas cette pudeur, est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose de grave? Et la dernière chose que je pense, c'est que il y a beaucoup de gens, et chez nous, tu vois, aussi, qui, tu sais, il y a un peu cette ombre d'hypocrisie dans laquelle on a grandi dans les familles, les communautés, au bled, ici, on te sourit devant, et puis derrière ça clash, tu vois, il y a quelque chose, je sais pas, il y a une ombre comme ça, malheureusement, il y a une fumée, on va pas se mentir, dans les quartiers, au bled, etc., que moi je fuis. Et je pense qu'il y a ce truc de, si je le dis, ça a pas de valeur. Ce que je garde a plus de valeur que ce que je te dis. Ok. Donc quand je te dis ouais, t'es un imbécile, tu vas aller nulle part, mais bien sûr que je le pensais pas. Tu sais très bien, si je l'ai dit, c'est que je le pense pas.
Par contre, ce qu'il y a dans mon cœur, ce qui est gardé est un joyau. Et là, c'est la vérité. Tu vois le truc? Ouais, je vois. Tu vois? Et donc, c'est tout ce qu'on dit, tout ce qu'on fait, ça n'a pas de valeur, c'est rien. Par contre, tout ce que je ne te dis pas et tout ce que je ne te fais pas, je ne t'ai pas volé, je ne t'ai pas fait du mal, je ne t'ai pas trompé, je ne t'ai pas dit, tu vois, je t'aime, mais c'est là, tu vois, ce truc de tout ce que je garde comme acte négatif ou comme acte positif veut dire quelque chose. Par contre, tout ce que tu vois de l'extérieur ne veut rien dire parce que c'est de l'agitation chez nous. Tout est agitation. Tu vois. Ok. Et voilà ce que moi je pense profondément. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Sama.